Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ça y est Frédéric, c'est notre dernier soir tous les deux avant de se retrouver cet été, mais on est encore là pour 2 heures. Oui, hein. Évidemment. Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs de Sud Radio. Nous passons comme ça de temps en temps, avec plaisir. Allez, bienvenue à toutes et tous dans Les vraies voix sur Sud Radio. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Vous nous appelez pour parler vrai au 0826 300 300 et puis vous votez à nos questions du jour sur Twitter. Vous nous rejoignez sur Facebook, Instagram, TikTok ou notre chaîne YouTube. Au sommaire pour vous aujourd'hui. Notre grand débat à 17h30, Gabriel Attal et la coalition Renaissance Modem Horizon sont confrontés à un défi de taille à l'approche des élections européennes qui sont le 9 juin prochain, compte tenu des 31% annoncés pour le RN par exemple, contre les 17% de la majorité présidentielle. Pourquoi Valérie Hayé n'était pas plus mise en avant? Est-ce bien là la place de Monsieur Attal au regard de tous les dossiers qu'il a déjà sur son bureau, Frédéric? La question que nous vous posons, parlons vrai, croyez-vous aux journées de 30 heures, aux semaines de 9 jours? Le métier de Premier ministre laisse-t-il du temps pour voyager, démarcher, tenir conférence? Gabriel Attal tiendra-t-il le rythme européen? Est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? Vous répondez quoi? Eh bien non, à 96%, c'est assez clair, cher Frédéric. Bien sûr, nous aurons un expert pour en parler en termes de communication politique, Jean-Christophe Gallien, tout à l'heure. Puis le coup de projecteur qui arrive à 18h40. Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire après 2 jours de négociations. Benjamin Netanyahou maintient sa volonté d'une incursion à Rafah, ce qui déplaît fortement aux États-Unis. Et selon I24, la proposition de cessez-le-feu du Hamas en 3 phases incluait la première qui devait échanger les otages israéliens les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens dans un ratio de 1 Israélien pour 33. Et dans les 33 otages que l'organisation terroriste rendait, les corps des décédés. Comment négocier? Parlons vrai, le conflit s'enlise et divise. Joe Biden tense Benjamin Netanyahou, la région se déchire, le monde s'interroge. Comment trouver une issue? La question que nous vous posons, pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir? Et alors? Eh bien non, à 89%, c'est assez clair aussi, Frédéric. Et nous aurons Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, qui sera notre invitée tout à l'heure. Et vous nous appelez évidemment pour réagir au 826 300 300. Vous votez sur le compte X de Sud Radio. Et puis nous sommes avec nos 3 vraies voix du jour. Les voici. Alors, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe. Bonsoir, chers amis. Encravaté d'ailleurs, je le précise, très toujours, bon. toujours très J'étais à la classe. télé ce matin, alors j'ai fait une promesse à mon épouse. À chaque fois que je vais à la télé, je mets une cravate. D'accord. Votre charmante épouse que vous saluerez de ma part. Oui, mais Et on lui passe c'est le vraiment- bonsoir, d'ailleurs. C'est un sujet universel, c'est clair. La cravate, oui, c'est clair. Nous sommes avec Loïc Le Floch-Prigent, qui est ingénieur et dirigeant d'entreprise. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bienvenue. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle. Toujours au poste. fidèle au poste. Ouais. Et puis Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir. Bien bonsoir aussi. À mon avis, ça va l'inspirer, le monsieur Corato, là, nos sujets, aujourd'hui. Il est très C'est politique. toujours très inspirant. Très, Vous très êtes toujours très inspirant. Oh, on adore. Envoyer des Compliments. Voilà, compliments, merci. Ouais, Je c'était cherchais le mot. mon mot, j'étais Des dans fois, ma ça page. vient pas. Des Voilà, fois, ça de vient temps en pas. temps, on bug. Allez, on file au 0826 300 300. On accueille notre auditeur du jour, Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors Jacques, vous nous appelez Je pense à vous parce que je suis en Bretagne actuellement. Ouais, vous êtes à Avec Saint-Lô, un très c'est beau ça? temps. Et franchement, c'est sublime. Voilà. c'est le c'est paradis, gentil la de nous Bretagne. envoyer du Super. soleil et du Mais bonheur. vous êtes où en Bretagne? Parce C'était que mon coup de À cœur. Saint-Lô, voilà. a priori, mais c'est où Saint-Lô? mais Saint-Lô, c'est Non, dans la c'est Manche. Saint-Lô, c'est la Manche. Saint-Lô, c'est La dans la Manche. Ah oui, donc mais alors là, là, vous n'êtes pas chez vous, quoi. Ouais. Bah si, on est chez nous partout. On est chez nous partout, Ça, c'est autre chose. Voilà. en partageant, Ça, c'est dit. des choses avec des humains, tout à fait. Voilà. Allez, très rapidement, Jacques, vous nous donnez un petit aperçu de ce que vous allez dire dans quelques instants. On vous écoute. Eh ben, c'est simplement sur nos élus qui respectent pas, qui profitent, qui saluent des augmentations, 300, 700 euros. Mais c'est sûrement également au sujet des conflits. Je pense à la chanson de Bellavoine qui dit quelques hommes font la loi. Et c'est ça qui est malheureux, ouais. parce que c'est le peuple qui déroule. Ça c'est magnifique. Et bon. pour quelques Alors, hommes. Allez, vous allez nous en on dire reparle plus, dans ouais. un instant, vous le savez. Voilà, vous vous préparez. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques on hommes chante, font c'est la ça. loi. Allez, et puis on a un petit message sur notre répondeur de René de Haute-Garonne. Bonjour, René de Boussins, Haute-Garonne.
vous m'avez alléché en annonçant que vous alliez débattre de ce que c'est qu'être français. Et j'ai peur qu'avec la logorée de la bonne femme du SNES, on oublie le sujet. Le SNES qui est très largement responsable de la perte d'autorité des professeurs. Bon, moi je crois qu'être français, c'est d'abord être héritier d'un peuple qui est là depuis 2000 ans. On est sûr que quelqu'un est français, donc il a comme langue maternelle le français et un patois, pour parler comme les parigots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres français, mais au moins ces gens-là qui parlent le français et un patois, on est sûr qu'ils sont français. Après les autres, on ne sait pas. Je ne sais pas où est la limite. Merci. Une petite leçon de René de Haute-Garonne sur ce que c'est qu'être français, Philippe Bilger. Oui, parce que lui, en plus, qui est le président de l'Institut de la parole, sur la langue, alors. Je ne serais pas complètement hostile au point de vue de notre ami, que je ne sens pas objectivement très nuancé. Mais le sujet qu'il évoque susciterait un débat qui pourrait faire nos 2 heures. Clairement. Qu'est-ce qu'être français? Tout à fait, Loïc Le Floch-Prigent. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais enfin bon, ici aussi, celui qui est français, c'est celui qui veut l'être. Ah, c'est très juste. Et donc, et celui qui ne le veut pas, il a du mal à le devenir. Voilà. Et alors, j'ai une question. Le Wallon, est-ce qu'il est français puisqu'il est francophone? Ah, ça c'est une question idiote. Donc c'est pas une histoire de langue. C'est pas une histoire de langue, quand même. Est-ce que le Wallon a envie d'être belge ou est-ce qu'il a envie d'être français? C'est tout. Comme le Québécois, ou le Congolais qui parle français. Donc est-ce qu'il a envie d'être français? C'est pas sûr. Est-ce qu'il se sent français ou pas? C'est tout. Et donc je regrette qu'il y ait beaucoup de gens qui soient français et qui ne se sentent pas français. C'est ça, c'est mon regret essentiel. Bon, Nicolas Corato. C'est une très belle idée, l'idée d'être français. C'est une très belle idée qui est une idée, depuis la Révolution française, qui est une idée universelle. Et qui n'est pas limitée aux gens qui sont nés quelque part. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on maltraite ce sujet. Qui est un très beau sujet, très souvent maltraité. Et on a réussi le tour de force de ne pas citer une seule fois Ernest Renan. Bravo. Pourquoi Expliquez-nous. Parce qu'en général, sur ce thème... Oui. On cite Ernest Renan qui a donné des pensées, peut-être pas définitives, mais qui suscitent réflexion. Et en plus, il était breton de Tréguier comme moi. Vous êtes de Tréguier en Bretagne? Non, du Trégor. De Trégor. Du Trégor. Du Trégor, c'est dont Tréguier est la capitale, l'évêché de Tréguier. Très bien, voilà, très bien. Ça. Et donc Ernest Renan a sa statue à Tréguier. Lisons Ernest Renan. Lisons Ernest Renan. Avec le crâne de Saint-Yves. C'est un breton qui parlait français. Nicolas Est-ce qu'on ferme la parenthèse alors? Sur quoi? Sur le fait d'être français? Oui. Fermons la parenthèse, si vous avez envie. Et alors, Jacques, vous êtes de notre auditeur du jour, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Allez, on vous écoute, Jacques. Oui. Sur l'exemplarité des élus. Oui, de ce que je viens d'entendre sur êtes-vous français, j'aurais tendance à dire non, il n'y a pas plus de Français que de... nous sommes le peuple et nous voulons simplement une qualité de vie et que les gens soient les plus heureux possibles. Parce que la différence, êtes-vous français, êtes-vous pas français? Moi, je suis auvergnat, si vous voulez, Teckel, berger allemand, quoi. Ce que je dis, ça veut rien dire. Mais je veux dire par là qu'il y a une telle richesse d'échanges entre les peuples. Je reviens sur Balavoine. C'est simplement, comment dirais-je, les désunions qui se passent actuellement. Et ça, tout le monde en souffre. Alors, savoir si nous sommes français ou pas, moi, je suis fier d'être moi-même et puis et d'aimer les autres. Point. Et je fais pas de la religion. Hein. Alors voilà. Justement, pour en revenir à nos élus qui vous fâchent un peu, Jacques, allez-y, lâchez-vous, parlons vrai. Picon. Ouais, mais ça fait. Vous savez, ça fait un moment que ça nous fâche parce que j'ai 75 ans. Je m'excuse, je suis enroué. Hein. J'ai 75 ans et on avait tellement fait la fête quand Mitterrand avait été élu qu'il avait commencé 2 ans après à nous descendre, quoi. Enfin, à commencer à faire la misère, quoi. Et là, depuis plus de 40 ans, on a le sentiment d'être toujours baladé, quoi. Alors, j'ai des convictions, j'étais syndiqué, j'avais une conviction, la France Insoumise, qui m'a énormément déçu. Ne parlons pas du Front National et
et du petit rat, là, comment il s'appelle? Enfin bref, Zemmour. Bon, parlons vrai sur Sud Radio. D'accord, bon, c'est peut-être pas... c'est pas la peine d'attaquer les gens sur le physique. Enfin, non, le physique ou même sur le... Bon, bref. En tout cas, vous ne partagez pas son point de vue, à Éric Zemmour. Voilà. Allez, continuez. Oui, allez-y, Jacques. C'est la gangrène du peuple. Il faut que les gens s'instruisent, lisent l'histoire et se rappellent de ce qui s'était passé. Ne pas se faire piéger. Malheureusement, on va se faire piéger comme pour les années 33, 36, on va se faire piéger pareil. Voilà. Bon, alors réaction autour de la table sur les propos de notre Jacques qui est en forme, qui est en Bretagne. D'une part, il a vanté la qualité de la vie et souhaité le bonheur, et ça n'est pas incompatible avec le fait de se dire français. Hein. On a le droit de s'interroger sur la condition, mais pour le reste, je le trouve à la fois très humaniste, puisque, au fond, le monde tout entier est son domaine, et en même temps, il est un peu dur à l'égard de la France et de la classe politique. Loïc, le Floch-Prigent ? Oui, on a les hommes politiques pour lesquels on vote. Par conséquent, c'est le peuple qui vote pour eux. On peut le regretter, on peut l'admirer, on peut ce qu'on veut. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de savoir ce que l'on veut collectivement, est-ce qu'on peut faire collectivement. Et je pense que la France est un très beau pays qui a énormément de personnalité et qu'il faut essayer d'aller de l'avant. Et donc je voudrais retrouver dans la population française et dans les commentaires d'auditeurs et un peu d'enthousiasme. Parce qu'il y a de l'enthousiasme à avoir aujourd'hui sur ce qui est fait et ce qui peut être fait. Et il faut retrouver ça. Et peu importe finalement les hommes politiques et les jugements qu'on peut avoir sur eux, l'essentiel c'est on peut faire des choses ensemble et on va les faire ensemble. Nicolas Corato, il faut s'enthousiasmer en quelques instants. Hein. Oui, ce qui est intéressant chez votre auditeur, c'est que, et ça c'est typiquement français, voilà un citoyen et qui a des raisons de l'être, qui est particulièrement déçu par les 40 dernières années de politique, et pourrait être même dégoûté de la politique, mais qui vous appelle pour vous le dire. Et donc, il y a en France un vrai problème entre les Français et leurs représentants, et en même temps, un goût de la politique et du débat citoyen qui n'a jamais cessé. Et c'est pour ça que moi je partage une forme d'espoir. C'est que tant que les Français s'intéresseront à la chose publique, même pour dire à quel point ça les dégoûte, d'une certaine manière, on n'aura pas tout perdu, on aura de quoi être sauvé. Voilà. Il faut être un peu enthousiaste aujourd'hui et un peu positif. Voilà. L'émission est lancée. Allez Jacques, vous restez avec nous, 0826 300 300, vous pouvez réagir, vous restez avec nous dans un instant. On va se retrouver pour les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, puis le réquisitoire du procureur. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Dans un instant, on retrouve Félix Mathieu pour ses 3 mots dans l'actu, mais tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur Philippe Bilger. Philippe, contre la critique systématique du cinéma français. D'ailleurs, vous y tombez parfois. Hein ? J'y tombe même assez souvent, en réalité. Et bizarrement, ça n'est pas tellement éloigné du point de vue de notre auditeur. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et j'ai vu hier un film extraordinaire, Le Tableau volé, de Pascal Bonhiver, et qui m'a fait penser que parfois, j'exagérais en aimant prioritairement les grands films américains, selon moi, qui arrivent après un tri impitoyable qui est déjà fait là-bas. Et donc, j'avais tendance à dire que le cinéma français était parfois médiocre, avec les mêmes histoires vaudevillesques, le trio, l'amant, le mari, l'épouse. Mais en réalité, c'est très injuste quand on voit un bijou comme Le Tableau volé et d'autres grands films français. Je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sorte moi-même et d'autres avec moi de cette critique un peu systématique qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, ce manque d'enthousiasme qu'on a pour tout ce qui est français, comme si tout était gangrené par une politique qu'on peut ne pas aimer.
ça n'a rien à voir avec toutes les autres facettes du succès français. Il y en a marre des Gaulois réfractaires, hein, c'est ça qu'on entend le Claude Prigent. Non, moi je vois des films français absolument exceptionnels et j'en vois toujours. Donc il s'agit simplement, comme disait l'Évangile, de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est tout. Enfin, donc il y a des créateurs, il y a des acteurs absolument extraordinaires et bon, qui maintenant, s'exportent d'ailleurs de plus en plus. Hein, qui s'exportent. Ouais. Donc vraiment, cette espèce de mépris est stupide et j'espère un grand succès. Ce qu'il y a, c'est que ça fait réfléchir en général le cinéma français, donc les gens qui ont pas envie de réfléchir. Moi, quand je vois en Chine ou au Japon le succès qu'a Sophie Marceau, c'est absolument exceptionnel. Quoi. On a l'impression qu'elle connaît la moitié de la Chine et du Japon. Quoi. Donc il y a un vrai truc de mépris stupide des Français. Alors certes, il y a des films qui sont des navets, c'est clair. Hein, comme partout, on a envie de dire, non ? Certes, ils sont financés par le Centre national du cinéma et souvent de façon indue, parce qu'on sait bien que c'est des navets, tout le monde sait que c'est des navets, qu'on va faire des navets, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des films absolument exceptionnels et des acteurs exceptionnels. Puis du coup, ça des metteurs en scène exceptionnels aussi. Ça relance l'idée de consommer des navets, parce qu'on mange plus beaucoup de navets, et c'est bon pour la santé. Les légumes, c'est bon pour la santé. Nicolas Corato, alors ? Oui, moi je trouve que c'est un sujet très intéressant. Le cinéma français, d'abord, on a de la chance d'avoir encore un cinéma français et on peut rendre hommage parfois à nos élus, nos représentants politiques. Il y a des hommes et des femmes politiques qui se sont battus il y a quelques années. Souvenez-vous des négociations sur le GATT avec l'exception culturelle pour que notre système de financement du cinéma français perdure et continue à nous permettre de produire un cinéma national, ce qui est une quasi-exception dans le monde. Hein. Regardez même en Italie, le cinéma italien a quasiment disparu. Il est financé par des producteurs français. Le cinéma grec a quasiment disparu. Le cinéma allemand a quasiment disparu. Le cinéma anglais a quasiment disparu. Et ce sont aujourd'hui des financeurs français qui permettent à tous ces cinémas nationaux de perdurer face aux colosses américains. Donc c'est un vrai sujet. Et peut-être dire aussi que il y a une tradition en France qui est la tradition de la critique cinématographique, qui est très dure. On a une critique qui est très difficile, très dure, très exigeante, et elle a raison de l'être. C'est vrai que on a du mal à séparer parfois le bon grain de l'ivraie. En France, on laisse voir l'ivraie. À Hollywood, finalement, ce que vous disiez, hein, les mauvais films, on les voit pas parce qu'ils passent pas la rampe. Nous, on présente tout. Alors, dans le tout, il y a du très bon, il y a du très mauvais, mais on a quand même la chance encore de voir des films faits par des Français avec une culture française importante. Et on a une éducation. On passe à du très bon, là. On n'aura plus de temps. On est obligé de passer à du très bon. Allez, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots du jour: commissariat, esclavage et Eurovision. Un policier entre la vie et la mort après l'attaque sanglante de cette nuit dans le 13e arrondissement de Paris. L'auteur d'une attaque au cutter s'est emparé de l'arme de service d'un agent une fois dans le commissariat. Gabriel Attal annonce une exposition nationale sur l'esclavage l'année prochaine pour les 25 ans de la loi reconnaissant ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et puis, est-ce que ce sera enfin pour cette année, en cette veille d'Eurovision? Slimane pour la France. Et sa chanson « Je t'aime » remonte dans le top 5 des bookmakers, les sites de Paris. Les vraies voix Sud Radio. Encore beaucoup de questions sur l'attaque sanglante de cette nuit dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital de l'un des 2 policiers blessés reste engagé ce soir. Hier soir, un homme a agressé une femme au cutter avant d'être arrêté. Mais une fois au commissariat, il s'est emparé de l'arme de service d'un policier avant de blesser 2 fonctionnaires par balle. Un nouveau choc pour la profession, réagit Jean-Christophe Couvi, le secrétaire national du syndicat de police Unité. Dans les commissariats, effectivement, on pensait qu'à un moment donné, c'était un sanctuaire. On s'est bien rendu compte, malheureusement, dans les dernières années, que même dans les commissariats, les policiers ou les administratifs ne sont pas en sécurité. On a vu il y a quelques semaines de cela, malheureusement, une attaque au couteau au commissariat de La Rochelle. Là, c'est une affaire différente où c'est une personne qui est interpellée, qui était en train de vouloir tuer une femme. Donc, c'est un individu très dangereux. Et puis après, on est obligé de procéder à des gestes à l'intérieur du commissariat, notamment pour le faire souffler à l'éthylomètre, pour savoir s'il est compatible avec une garde à vue ou pas. Et donc, oui, la procédure, c'est d'enlever les menottes pour pouvoir permettre à la personne de procéder à ce test. Vous savez jamais qui vous avez réellement en face de vous.
Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio. Et puis l'actu, côté police-justice, c'est aussi la disparition d'un magistrat emblématique, l'ancien juge d'instruction Renaud Van Rumbeck. Il s'éteint à l'âge de 71 ans. Il avait pris sa retraite en 2019 après avoir instruit de nombreuses affaires politico-financières. La constante que j'ai eue, plus ou moins bien, j'en sais rien, pendant 45 ans, c'est de faire mon travail. Quelle que soit la personne que j'avais en face de moi, ou qui pouvait être mise en cause. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit puissant, qu'on ne le soit pas, le traitement doit être le même, exactement le même. Réaction d'Éric Dupond-Moretti à cette disparition. La France perd un grand magistrat et la justice un immense serviteur, écrit le garde des Sceaux. Le deuxième mot, esclavage. Gabriel Attal commémorait son abolition aujourd'hui. Le Premier ministre annonce une exposition nationale l'année prochaine pour les 25 ans de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Gabriel Attal l'a dit tout à l'heure lors d'un discours à La Rochelle. Ici même, pendant 2 siècles, à travers les tours de La Rochelle, à 447 reprises, des expéditions ont pris le large, scellant les destins d'au moins 160 000 femmes et hommes venus d'Afrique. Le destin de 160 000 femmes et hommes parmi les millions de victimes de la traite et de l'esclavage. Le dire, le reconnaître, ce n'est pas s'affaiblir. Au contraire, c'est grandir. Ouvrir les yeux sur le passé est toujours la meilleure manière de bâtir l'avenir. Toujours la meilleure manière de construire la concorde et la paix. Trop longtemps, un voile a été jeté sur ce passé. Trop longtemps, la mémoire de l'esclavage a été enfouie. Le Premier ministre tout à l'heure à La Rochelle lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Et on passe au rolling des élections européennes. Le RN confirme sa domination sur les intentions de vote. 32% désormais pour la liste Bardella devant Valérie Ayé de Renaissance qui reste à 17. Puis le PS qui reprend un demi-point à 13,5 avec Raphaël Glucksmann. Ensuite on trouve LFI à 8%, LR à 7,5%, Reconquête à 6,5%. Puis les écologistes à 6%. Un rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Le Figaro et LCI à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. Troisième mot, Eurovision. Moi, j'aurais dit victoire à la place, mais c'est pas grave. Les sites de Paris veulent croire que la France a ses chances cette année. Oui, alors on s'emballerait un peu si on disait que Slimane est le favori, mais il a ses chances à en croire les bookmakers avec sa chanson Je t'aime. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. Slimane pour la France, désormais 5e dans les classements des sites magnifique. de Paris. Et il n'est pas trop nul. Il est magnifique. Bon, oui, il est pas mal. Voix magnifique, magnifique. Il est 5e derrière la Croatie, Israël, la Suisse, puis l'Irlande. Il semblerait en revanche que le candidat néerlandais n'ait plus aucune chance. Ses répétitions étaient interrompues à cause d'un incident. Bon, et puis je vous fais la petite piqûre de rappel annuel. Quand on parle Eurovision, évidemment, c'est cette info, ce marronnier qui fait mal. La France, donc, n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière. Et je vous laisse là-dessus. Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Bon, on chante sur Sud Radio. Elle est très sympa, je l'ai vue ce matin. Oui, oui. Elle est adorable. Et bien voilà, chers Marie-Myriam, auditeurs. Les 3 mots du jour de Félix Mathieu, c'est fini pour l'instant. Et puis on va se retrouver juste après ça pour notre grand débat. À un mois du scrutin européen, Gabriel Attal s'est rendu en Bretagne pour soutenir la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Ayé. Question du jour, est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? Vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Jean-Christophe Gallien, communicant politique, sera avec nous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne? L'écart qui se creuse entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. C'est très compliqué, mais on compte sur lui. Une élection s'annonce comme une élection compliquée du point de vue des résultats. Il va sauver la campagne, il va sauver la campagne. Les poids lourds sont plutôt généralement en retrait. Ils viendront évidemment en fin de campagne, je n'en doute pas. Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement national, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union européenne.
Gabriel Attal et la coalition Renaissance Modem Horizon sont confrontés à un défi de taille à l'approche des élections européennes qui sont le 9 juin prochain, compte tenu des 31% annoncés pour le RN par exemple, contre les 17% de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron souhaite que son Premier ministre s'engage au maximum en faisant des débats, des meetings, en allant sur le terrain. Pourquoi Valérie Hayé n'est-elle pas plus mise en avant ? Est-ce bien à la place de monsieur Attal, au regard de tous les dossiers qu'il a déjà sur son bureau, Frédéric? Du coup, c'est la question que nous vous posons sur le compte X. Vous intervenez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous avez la parole, les auditeurs. Parlons vrai. Gabriel Attal tiendra-t-il le rythme? Les questions européennes ne concernent-elles pas plus finalement le président de la République? La question, est-ce le rôle de Gabriel Attal de faire campagne? C'est la question qu'on vous pose. Et alors, vous répondez sur Twitter, déjà vous votez non à 96%, c'est assez clair. C'est assez clair. Jean-Christophe Gallien est avec nous, communicant politique et politologue, un habitué de l'émission. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Bon, Jean-Christophe, il connaît le principe. On fait d'abord un petit tour de nos vraies voix. Voilà. Allez, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Gabriel Attal n'avait pas le choix, puisqu'on sait que c'est le président qui lui a demandé d'intervenir plus directement dans la campagne européenne et notamment de débattre bientôt le 1er juin avec Jordan Bardella. Mais il n'avait pas vraiment le choix non plus, parce que Valérie Hayé est une personne et une candidate, je trouve, très estimable. Elle fait tout ce qu'elle peut et sur l'Europe, de mon point de vue, elle ne dit pas que des absurdités. Mais manifestement, elle n'est pas douée pour ce qu'implique véritablement une campagne. Et il fallait donc que Gabriel Attal s'engageât. Il le fait, et je crois que il le fait. Pardonnez-moi Philippe, mais qu'est-ce que ça implique une campagne? Sur quoi elle n'est pas douée, Valérie Hayé? Mais quand on l'écoute, comme j'attache une certaine importance à la forme, et encore une fois, je l'ai vu récemment face à... Jordan Bardella, pardon pour cet oubli, et je l'ai trouvé au fil du débat meilleur, peu à peu, mais tout de même... elle manque d'assurance en fait. Oui, on ne peut pas dire qu'elle a un impact fabuleux, et donc que Gabriel Attal vienne à son secours, aide sa liste, ça n'est pas absurde. Est-ce que d'ailleurs ça permettra de réduire l'écart entre la liste de Jordan Bardella, qui ne va pas bouger ou très peu, et Renaissance? Je n'en suis pas sûr. Et pardon d'être un peu long, j'ajouterais, j'espère que derrière tout ça, il n'y a pas une pensée un peu perverse du président de la République qui, si Gabriel Attal ne parvenait pas à réaliser l'objectif qui lui est assigné, eh bien se verrait d'une certaine manière sermonné et peut-être même perdre sa place. Loïc Le Floch-Prigent, est-ce que vous pensez que finalement c'est aussi qu'on n'utilise pas les compétences et les vraies ressources de Valérie Hayé dans cette campagne et qu'on la met pas plus en avant, ce qui fait qu'elle est déstabilisée tout simplement? Il est clair que lorsqu'on a écouté le débat avec Jordan Bardella, elle est préparée avec des éléments de langage. Or, dans les débats, surtout télévisuels, c'est l'improvisation qui apparaît comme l'élément dominant. Les éléments de langage apparaissent stupides. Donc, elle n'était pas préparée, c'est clair, elle n'était pas préparée à l'improvisation. Alors, peut-elle, en quelques semaines, se préparer à ces débats? C'est compliqué pour elle. Et par ailleurs, on revient à la Ve République, où, en principe, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée, et où le Premier ministre est le chef de la majorité, et par conséquent, lorsqu'il y a une élection, il est chef de la majorité, il peut apparaître. Donc on n'est pas, institutionnellement, on n'est pas dans l'absurde. Ça ne vous choque pas. Bon, par contre, quand le chef de l'État, comme l'ARCOM l'a souligné récemment, intervient de façon permanente dans le débat, à ce moment-là, il perd de son rôle de chef d'État, et on ne comprend plus quels sont les rôles relatifs entre le chef de l'État et le Premier ministre. Et c'est ça qui est déconcertant, et c'est ça qui aujourd'hui est en train de perdre. On perd un peu le fil. Alors le dernier point que je voulais signaler, avant de laisser la parole à mon camarade, c'est que je pense que le slogan qui est de dire que ceux qui votent l'Europe, c'est
les renaissances et que tous les autres sont contre l'Europe est un slogan stupide. C'est-à-dire, si jamais il y a des gens qui sont là aux élections européennes, c'est que tout le monde croit en l'Europe. Et le problème n'est pas de croire en l'Europe ou pas, tout le monde croit en l'Europe. Bon, ça on aura le temps d'y revenir, parce qu'on sort un peu de la question. Mais il y a des conceptions différentes de l'Europe, et je pense que le slogan est mauvais. Donc je suggère qu'on change de slogan. Nicolas Coraton, on peut aussi se poser la question du rôle du Premier ministre. Est-ce qu'il est en mesure de concilier ses responsabilités actuelles avec son rôle accru dans cette campagne ? Écoutez, moi je suis d'accord avec ce que dit monsieur Loïc Lefebvre-Préjean. C'est le rôle traditionnel du Premier ministre. Tous les premiers ministres sous la Ve République ont mené des campagnes électorales en même temps que de diriger le gouvernement. Ça fait partie de la logique de nos institutions et de l'esprit de la Constitution. Donc je ne suis pas choqué, contrairement à vos auditeurs, et je m'inquiète. Je suis surpris d'ailleurs que vos auditeurs soient choqués du fait qu'un Premier ministre fasse de la politique. Nous avons besoin de femmes et d'hommes politiques, pas de chefs d'entreprise. Le sujet, c'est pas l'emploi du temps ou l'agenda du Premier ministre. Ils savent gérer ça. Et la conduite de l'État, c'est aussi une conduite politique qui implique que des femmes et des hommes politiques s'impliquent dans des combats électoraux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il va avoir du temps ? Le problème, c'est qu'ils partent tous un peu en retard. Et puis surtout, à mon avis, ils viennent de prendre la mesure du scrutin et du résultat que pourrait faire M. Bardella. Je pense qu'il y a un peu de panique à bord. Et ce gouvernement et ce quinquennat qui a tapé comme un sourd sur la gauche et sur la France insoumise, en préservant le Rassemblement national depuis le début de cette mandature, de cette législature, qui a même, d'une certaine manière, fait alliance avec le Rassemblement national en permettant l'élection de vice-président à l'Assemblée nationale. C'est l'acte de naissance, c'est l'acte de naissance de cette législature. Ouais. Aujourd'hui, se rend compte qu'il est complètement dépassé, non pas par les éléments de langage, mais par l'idéologie et la bataille culturelle que mène avec beaucoup de brio Monsieur Bardella. Effectivement, nous avons un Premier ministre qui est en retard et qui comble un retard qui a aussi été acquis par le président de la République. Les vraies voix, vous venez de vous exprimer. Alors longuement, on avait dit une petite... mais bon, c'est pas grave parce que c'était très intéressant. Mais on a dit d'être court. Là maintenant, Jean-Christophe Gallien, vous êtes un spécialiste de la communication politique. Jean-Christophe, répondez à nos auditeurs. Est-ce que finalement, c'est une démarche qui, en termes de communication, ne peut être que positive pour Gabriel Attal, ou est-ce que c'est contre-productif parce qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos en faisant campagne alors qu'il devrait travailler ? Non, je crois qu'il est obligé de travailler. C'est dans son acte de naissance. En fait, sa lettre de mission, elle date pas d'avant-hier ou de la semaine dernière. Elle date du moment où il est entré en fonction. Rappelons-nous que le président de la République a déclaré cette campagne d'abord aux vœux et ensuite à l'hommage rendu à Jacques Delors. C'est quelqu'un qui est déjà rentré en campagne pour les européennes à ce moment-là parce qu'il sait très bien lui-même que la cotation qui sort de cette élection, c'est pas la cotation de Gabriel Attal ni de Mme Hayet qu'on ne connaît pas, encore moins du parti, mais d'Emmanuel Macron. Donc, ce qui veut dire qu'une élection comme celle-là, qui est à la proportionnelle intégrale sur la totalité du pays, en une seule circonscription, c'est une cotation. C'est plus qu'un sondage, c'est la réalité du poids respectif des forces politiques à l'intérieur de ce pays pour la suite, les 2 ans qui viennent avant la présidentielle. Donc, se joue une partie qui, de fait, a vu le président de la République s'engager en campagne. Ça, c'est pas encore une fois la semaine dernière ou il y a 15 jours, il a commencé bien plus tôt. Gabriel Attal, de mon point de vue, il s'est un peu planqué, il s'est un peu caché. Il pensait pouvoir s'échapper. C'est vrai que c'est le rôle traditionnel du chef du gouvernement, le Premier ministre, d'être à la fois chef de gouvernement et chef de la majorité. Qu'est-ce que c'est cette majorité aujourd'hui ? C'est bien compliqué de le dire. Et c'est la majorité, rappelons-nous, une majorité qui croise celle qui est la majorité relative à l'Assemblée nationale, mais aussi celle qui peut s'exprimer dans d'autres situations géographiques ou en tout cas d'autres administrations, d'autres institutions, pardon. Et donc on est sur quelque chose qui évidemment est un piège terrible parce que qu'est-ce qui se passe pour Gabriel Attal ? Évidemment, il va faire railler contre M. Bardella. C'était, encore une fois, je le redis, là, dans son acte de mission départ. Et c'est pour ça, parce qu'on prend quelqu'un de 34 ans contre un autre de 28 ans. Et c'était déjà dit à ce moment-là, rappelons-nous au mois de janvier. Et donc, aujourd'hui, voilà, il va rentrer vraiment dans la bataille parce que il est obligé de le faire. Il engage... Mais ça peut le desservir, Voilà. Bien sûr, il engage de fait aussi une partie de la suite pour lui.
parce qu'Emmanuel Macron va le mettre face à une responsabilité qui est très forte, celle du résultat, mais il ne ferraille pas seulement contre M. Bardella, et surtout pas. Il va, ça a été dit, la maltraitance de la gauche, en tout cas de l'aile gauche macroniste, et ben c'est là que ça se joue. Le marché électoral de M. Bardella, il est occupé totalement par M. Bardella, un peu les Républicains et puis une partie Madame Maréchal. Mais de l'autre côté, Monsieur Attal, il a fait railler avec Madame Hayet, mais avec Monsieur Glucksmann qui le talonne et qui aujourd'hui va l'embêter si jamais il passe en deuxième position. Et c'est un marché politique beaucoup plus encombré, beaucoup plus compliqué. Et donc aujourd'hui, Gabriel Attal ou Gabriel Attal, ça va être très compliqué pour eux, mais rien d'alarmant au fait de faire campagne. Au contraire, c'est très constitutionnel comme ça a été dit, c'est même classique, même si lui a cherché à s'en échapper parce que, évidemment, c'est un vrai piège politique. Parlons vrai sur Sud Radio, on file au standard au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Jacques de Saint-Lô. Jacques, vous êtes là avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez raison parce que d'autres auditeurs nous ont rejoints entre-temps. Bravo. Bon. Alors Jacques, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il est à sa place, notre Premier ministre? Bah écoutez, pas du tout. Moi je dis que à la limite, c'est une bouée qui est envoyée parce que le bateau Macron est en train de couler, donc il envoie une bouée pour sauver les meubles. Mais je pense pas que ce soit ça qui va sauver quoi que ce soit. Et puis Monsieur Gabriel Attal a autre chose à faire que de rentrer en campagne. Voilà. Parce que ce qui est important surtout, c'est que les citoyens votent. Ça, c'est très important d'aller voter. Aller voter, ça c'est sûr, c'est très important. Ce que dit Jacques, en fait, c'est la tendance de notre petite consultation sur le compte X de Sud Radio. On est à 95%. Alors, je vous entends tous. On est à 96, exactement. 96. On entend Jean-Christophe Gallien, Nicolas Corato, spécialiste, mais vous aussi, Loïc Le Floch-Prigent et Philippe Bilger. Il faut quand même avoir ça en tête. Jean-Christophe, est-ce que le problème aussi de la liste macroniste, c'est que en général, aux européennes, le Front National ou le Rassemblement National obtenait des bons résultats. Mais le fait qu'aujourd'hui, si le résultat se confirme le 9 juin, la liste conduite par Jordan Bardella serait très loin devant. Est-ce que ça ne vient pas du fait que le citoyen français est frustré de n'avoir pas assez d'occasion de donner son avis et que là, il va évidemment s'en servir contre Emmanuel Macron? Forcément, il y a pour répondre à cette question, il y a des paramètres nombreux dans une équation qui fabriquent un vote, en tout cas des intentions de vote aujourd'hui. On n'est pas encore dans le vote définitif. Il faut laisser cette campagne se dérouler jusqu'au 9 juin. Je pense que ça c'est important. L'entrée en campagne de Gabriel Attal peut peut-être bouger un certain nombre de points. Je vous le dis, il est plutôt menacé, non pas par M. Bardella, qui est sur encore une fois un marché électoral et politique qui est très différent. Et donc, effectivement, la frustration, évidemment, des envies aussi positives, c'est pas toujours négatif. Il faut arrêter de penser aussi que les gens se positionnent parce qu'ils n'ont plus envie ou qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils votent contre. Il y a aussi des choix très positifs. Et sur une consultation, je vous dis qu'elle est européenne, mais elle a été tellement renationalisée, pas seulement pour balader partout en Europe. Je vais vous dire que c'est le cas partout. C'est les enjeux traités à 80% ou alors 70-30. C'est d'abord du national et après de l'européen. Évidemment, c'est très intégré quand on connaît les affaires, mais pour les gens, on parle d'abord du local, du national et ensuite effectivement de la dimension européenne, qui est souvent caricaturée, souvent utilisée pour évidemment expliquer des difficultés. Mais c'est vrai que les consultations sont d'abord nationales, on va dire, concrètement, et touchent finalement un objet politique nationalisé ou renationalisé. Et à partir de là, la difficulté pour le clan Macron, c'est que évidemment, cette cotation, je le redis, et c'est pour ça que d'ailleurs tous les partis y vont, que tous les partis y vont seuls ou quasiment, parce qu'ils veulent fixer un rapport de force pour la suite. C'est quoi la suite? Les 2 ans qui viennent, les élections législatives et surtout présidentielles qui viendront et qui se préparent déjà là. C'est un avant-premier tour, si vous voulez. Et donc, il faudra quand même... S'il se représentera pas dans 2 ans, c'est son camp qui est en difficulté, vous voyez. Ok, Jean-Christophe Gallien. Il faudra quand même nous expliquer
combien de temps il reste à notre Premier ministre pour aller en campagne, sachant la somme de travail qu'il a. Ça vous semble... Nicolas Corato, mais moi je suis désolé, vous êtes un spécialiste, mais moi je pose la question que tout le monde se pose. C'est pas une question de spécialiste, c'est une question à un moment aussi de sincérité. Franchement, un Premier ministre, il n'est pas là pour pointer, vous voyez. Il n'a pas son badge le matin quand il part et quand il revient. Un Premier ministre, il travaille 24 heures sur 24, il fait de la politique 24 heures sur 24. Il fait d'une certaine manière, c'est ça. Il dort pas. Vous imaginez, si on avait un Premier ministre, un chef du gouvernement qui dirait, voilà, il va y avoir une élection au suffrage universel dans un mois, ce sujet ne m'intéresse absolument pas. Les Français vont voter, les Français vont voter. On peut se poser la question du choix de la candidate. Pourquoi ils ont choisi une candidate qui n'a pas les épaules, vu ce qu'on entend? Et pourquoi, attendez, excusez-moi, et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est un homme qui prend la parole à la place d'une femme? On peut targuer ça de phallocratie. C'est un autre sujet. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Cette candidate, Valérie Hayé, est plutôt une bonne candidate. Je pense d'ailleurs qu'on aurait pu lui laisser plus de temps et la préparer en amont par rapport à la liste qui est arrivée très tardivement pour la mettre en orbite, entre guillemets. Après, elle est, à mon avis, très mal conseillée, très mal entourée. Je pense qu'il faudrait qu'elle fasse appel à Monsieur Galien plutôt qu'aux conseillers qui l'ont préparé pour ce débat où malheureusement elle a été bonne mais surtout à la fin et très mauvaise au début. Donc là-dessus il faut aussi que nos gouvernants et nos hommes et les femmes politiques soient bien conseillés. C'est un métier aussi de conseiller un homme ou une femme politique, ça s'apprend. Il ne faut pas confier ça à n'importe qui. Il faut aussi arrêter de prendre de mauvais conseillers. Mais pour le temps de travail du Premier ministre, n'ayons aucune inquiétude. Georges Pompidou faisait campagne. Et je ne me souviens pas qu'on ait dit que Georges Pompidou fut un mauvais Premier ministre. Et on pose même pas la question à Loïc Le Floch-Prigent parce que lui, il a été PDG et forcément, vous travaillez 24 heures sur 24 aussi, mais bon, c'est comme ça. Oui, ça n'a pas de sens. La question qui est posée, la réponse qui est donnée n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un Premier ministre, ça fait de la politique et ça fait de la politique compte tenu des priorités. Et là, il est obligé de se droguer, c'est dur ce que il est normal que la priorité soit d'essayer de redresser la barre des sondages et par conséquent il s'y engage. Je trouve ça parfaitement naturel. On y va. Vous étiez parfait. Merci Jean-Christophe Galien. On rappelle que vous êtes communicant politique et politologue. Et puis alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous croyez que je vais réussir à le dire? Oui, on va jouer. Alors nous en fait on joue 24 heures sur 24. C'est vrai qu'on dort pas finalement les nuits, non plus. tout le temps. Allez, c'est qui l'a dit dans un instant. Restez avec nous. Sud Radio, votre attention radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vos vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent et Nicolas Corato. Ils sont prêts? Vous êtes prêts? Oui, on y va. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et nous accueillons celui qui aura la main, quoi qu'il arrive, cher vraie voix. C'est Jacques, notre auditeur, je le rappelle, de Saint-Lô, dans la Manche. Jacques, vous êtes là? Oui, bien sûr. Vous êtes chaud, Jacques? Oui, je suis là. Bon, alors, je rappelle le règlement. Vous laissez répondre Jacques. Si Jacques tergiverse, baguenaude ou tâtonne, alors à ce moment-là, les vraies voix, vous intervenez. C'est Philippe qui intervient. Allez, c'est parti, on compte les points pour 2 points. Judith. Allez, c'est parti. Au sujet de Joule, je pense que ça a un peu gâché la fête, cette histoire. Il rend hommage à la zone, il ne rend pas hommage aux Jeux Olympiques. Qui a dit ça? Jacques. Selon vous? Alors, je dirais le Front National. Eh bien non, ce n'est pas question. Oui, Renaud Muselier, Philippe Bilger, le président de la région. Le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour 1 point seulement, et vous allez comprendre, écoutez bien. Nous sommes le 10 mai, et au sujet du 10 mai 81, qui a dit « Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du renouveau, qui se sont rassemblées dans un grand élan national. » Qui a dit ça, Jacques? C'est facile. Alors, Jospin. Bah non. Ah bah non. Alors, mais François Mitterrand, Nicolas Corato. Celle-là, on me la laisse. 1 point. Allez, maintenant, on joue pour 3 points. Qui c'est qui l'a dit hier sur le Tour d'Italie cycliste? Ça fait mal de passer si près. Alors, Jacques? Sur le Tour d'Italie cycliste. Et vous êtes en Bretagne, là, vous êtes impardonnable, c'est le pays du cyclisme. Impardonnable, le blaireau, Bernard Hinault. Non, ça fait bien longtemps qu'il court plus. C'est Julien Lafilippe de Philippe. Bien sûr. Il a loupé de peu. Il fait 2e derrière un Espagnol. En plus, c'est terrible. Voilà. Allez, messieurs, Philippe est en train de vous écraser. Hein. Pour 3 points. Qui c'est qui l'a dit?
Nous allons modifier la formation initiale de nos professeurs. Qui a dit ça, Jacques? Mais qui a dit ça? Nous allons modifier la... Allez-y. Ouais, je sais pas, mais ce sont des belles déclarations, ça ne sert à rien. Nicole Belloubet, Philippe Bilger est en train de faire une démonstration. Une écrasade Chaque totale. fois, Nicolas le sait. Il n'a plus d'adversaire. Moi aussi, mais on laisse parler, parce qu'on a envie que tu gagnes. Voilà. Allez, qui c'est qui l'a dit, les amis? À C'est la une première. manière de ruiner ma victoire. Attention, Non, attention. Écoutez bien, sinon on S'il vous vous plaît. retire 2 points. À la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni. Elle devrait être moins puérile et grandir. Qui c'est qui l'a dit ça, Jacques? Ah. J'aurais tendance à dire le maire de Nice. Non, écoutez, vous ne répondez pas, mais à chaque fois vos réponses sont magnifiques. C'est ça que j'aime chez vous. Alors on va voir si les 3 vraies voix. C'est un auteur connu. Un auteur italien? Non. Une fois. C'est un auteur en danger, si ça peut vous mettre sur le... Salman Rushdie. Salman Rushdie, oui, bravo. 2 points pour... Bon, je vous ai un peu aidé. Hein. Oui, Nicolas. Bah oui. Alors, ce qui fait 3 points pour Nicolas. Jacques et Loïc ne sont 0. pas encore entrés en jeu. Et donc, l'immense Philippe Bilger avec 8 points. Eh bien, chers C'est le auditeurs... Pogacar des vraies voix. C'est Voilà. le Pogacar, le cycliste, Mais, évidemment. et toi, tu pourrais être Vinegar. Bon. Allez, Juste, on va- Judith, non, Judith, il faut y aller, il faut y oui, aller. il faut y aller, mais je veux juste embrasser notre réalisateur Benoît Goutom. C'est sa dernière. On y reviendra on lui tout fait à un l'heure. gros Mais je voulais que pour bisou, nos Benoît. auditeurs de la première heure, ils sachent Mais que. c'est pas une raison pour qu'il soit pas content parce qu'on va être en retard. Oui, alors. ben c'est vous pour nous ça que je me appelez au permettais. 0826 300 300 si vous voulez jouer et vous restez avec nous. Hein. Dans un instant, ça va être l'info qui fait grimper au rideau, notamment de Frédéric Brindel. Rémi André, quoi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Je suis perturbée aujourd'hui, mais on est quand même avec nos vraies voix. Hein. Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. Et Loïc Le Floch-Prigent, ingénieur et dirigeant d'entreprise. Et tout de suite, c'est votre coup de gueule, Frédéric Brindel. Oui, Rémi André rayonne en ce beau et long pont de mai. Il fait beau enfin. Le soleil nous abreuve de vitamine D. Nos joues s'illuminent. Judith remercie Rémi pour son bulletin galvanisant. Puis nous déchantons. Au fait, c'est grave pour la planète s'il fait chaud? S'il ne pleut pas, il faut tempérer nos enthousiasmes. J'apostrophe ma conscience. J'ouvre le journal pour m'autoriser une lueur d'espoir. Ça vaut peut-être mieux parce qu'on a grelotté sous la pluie ces dernières semaines. Alors je lis. Les apparences ont été trompeuses ces dernières semaines. S'il a fait frais, voire localement froid, pour la saison depuis la mi-avril, le mois a pris dans sa globalité a été plus chaud que la moyenne. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'allume la télévision. Au hasard, le service public. Nous battons un nouveau record de chaleur, preuve du réchauffement climatique. C'est comme ça tous les jours sur France 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, bonne nouvelle, nos athlètes qui n'auront pas à se surpasser lors des Jeux Olympiques soufflent puisque nous battons chaque jour des records. En vérité, je vous le dis, je ne veux plus de votre soleil, monsieur Rémi André. C'est trop risqué. Un peu de pluie, s'il vous plaît, mais pas dans le Pas-de-Calais ni au pied des châteaux de la Loire à cause des inondations. De grâce, pas de rafraîchissement en mai car les agriculteurs craignent pour leur récolte. Oui, de la neige, ça on veut bien, les stations de ski ont souffert, mais s'il vous plaît, pas plus de 5 cm en pleine, car les routes seront impraticables. Ah oui, j'oubliais, s'il était possible de dispatcher un peu le froid sur toute l'année, car si on gèle en janvier, la facture d'électricité va exploser, ça plombe la politique économique. Ouf. Ces tendances, quelle que soit leur direction, convergeront forcément vers un seul constat. Le réchauffement de la planète entraîne un dérèglement climatique. Personne n'en dit ce qu'on vient. Mais pourquoi les médias proposent désormais un journal météo et climat regroupé? Notre joie ensoleillée rompt systématiquement quand le bilan climat tonne. Pouvons-nous, entre deux ondées, nous anticycloner sans sombrer dans la dépression? C'est promis, je milite pour la préservation de la planète, mais en ce pont du mois de mai, sans contrepétrie, laissez-moi embrasser Rémi André et Judith et les vraies voix, car c'est magnifique, le soleil est là. Le soleil est là et Rémi André est encore là aussi. Une petite réaction à ce coup de gueule, Rémi. Ah mais j'ai bien fait d'écouter en fait, hein, puisque je suis
tout à fait d'accord avec ça. À chaque jour suffit, non pas sa peine, mais à chaque jour suffit son beau temps. Merci à tous les deux. Allez, c'est parti. Vous avez la parole de Félix Mathieu. Alors Félix Mathieu, vous avez la parole. L'avant-projet de loi sur le logement abordable suscite une certaine méfiance des associations. Oui, un projet de loi censé apporter des réponses à la crise du logement, mais dans les faits, l'association Droit au logement redoute une forme de clientélisme avec une plus grande latitude donnée aux maires pour les attributions de logements sociaux. Le DAL redoute aussi que les HLM soient de plus en plus remplacés dans les faits par des logements pour cadres sup, des logements locatifs intermédiaires. Pour en parler, nous sommes avec justement le porte-parole et fondateur du droit au logement. Bonsoir Jean-Baptiste Ayrault. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Si on commence par les attributions de logements sociaux, on a déjà entendu effectivement à l'antenne des maires réclamer d'avoir davantage la main. Ils disent qu'ils connaissent leur commune, le terrain, leurs habitants, que c'est eux qui sont sollicités directement par ceux qui ont des difficultés. Pour vous, ça c'est une fausse bonne idée ? Bon, on est sur des logiques un peu de préférence communale. C'est-à-dire le maire, lui, raisonne au niveau de son territoire. L'État, lui, raisonne plutôt au niveau de l'intérêt général. Donc, si vous voulez, évidemment, une personne qui est sans abri, qui a pas de lieu d'attache, si vous voulez, qui va la reloger si c'est pas l'État. Bon, vous comprenez. Et après ça, on a des risques de clientélisme. Je dirais un peu poussé, quoi. C'est-à-dire, on va aider, on va loger plutôt des copains, et on a vu ça. Enfin, c'est une pratique relativement courante parce que les maires ont déjà un peu de contingent, un peu de droit de réservation sur les logements sociaux. Ils ont 20% à peu près des attributions. Donc, il y a du clientélisme, c'est incontestable. Ça peut même parfois, mais ça c'est pas la partie où on a vu des maires qui ont été poursuivis pour corruption. Bon, voilà. On pense, nous, que, si vous voulez, c'est plus l'intérêt général qu'il faut jouer plutôt que l'intérêt communal, un peu limité, je veux dire, aux frontières de la commune, quoi. On a par ailleurs cette obligation pour le moment de 20 à 20% de logements sociaux sur les communes. Cet avant-projet de loi reviendrait vraiment là-dessus, selon vous, ou ça se veut plus un assouplissement ? C'est un assouplissement, mais oui, c'est un assouplissement. Un assouplissement, mais pour créer du logement, on va dire, pour 4 sup. Le LLI, ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est pour les 4 sup. C'est niveau de revenu, par exemple 4 000 € pour un célibataire, près de 8 000 € pour un couple avec un enfant. Vous voyez, on est sur des niveaux de revenus très élevés, quoi. On comprend pas, d'ailleurs, on soit aujourd'hui dans une situation telle que le gouvernement va aider les classes sup à se loger. On marche sur la tête. Une politique du logement, elle permet aux cadres et aux classes moyennes de se loger normalement dans le secteur privé, d'accéder à la propriété ou de louer des logements dans le secteur privé. Or, aujourd'hui, le logement est devenu tellement cher que c'est impossible. Et plutôt que d'aller chercher à réguler, à faire en sorte que le logement redevienne accessible aux jeunes, à la population, aux personnes qui changent de ville parce que ils ont trouvé un job plus intéressant ou je sais pas. Si vous voulez, là, on est sur, on va aider les 4 sup à se loger. Ça marche pas. Et c'est un peu cette idée-là de les passer un peu au chausse-pied dans les logements, dans les villes qui sont déficitaires en termes de logements sociaux. Vous ne trouvez pas, Jean-Baptiste Ayrault, que ces logements intermédiaires étaient une bonne chose pour les gens qui ne pouvaient pas bénéficier de logements sociaux et qui n'avaient pas assez pour accéder au marché libre? Est-ce que ça n'était pas une bonne idée? C'est une idée qui existe déjà depuis longtemps, si vous voulez. Mais je vous dis, les niveaux de revenus au-delà duquel on ne peut plus accéder à un logement locatif intermédiaire, c'est un logement intermédiaire, comme vous dites, c'est pour un couple avec un enfant 8 000 € par mois, près de 8 000 € par mois à Paris et dans les communes autour. Vous voyez quand même là, si on ne peut pas se loger quand on regarde ça, excusez-moi, il y a un problème, quoi. Oui, vous voulez pas que ce soit au détriment du HLM, quoi. Ouais. Je crois clairement, oui, parce que il y a des aides. Puis je vais vous dire une chose. On va poursuivre les locataires en logement social parce que ils ont des revenus qui dépassent les plafonds. Bon, ok. Mais on va même les expulser s'ils dépassent les plafonds de plus de 20%, les plafonds de revenus. Mais par contre, pour les locataires LLI, rien du tout. Pas de sanctions. Si on a un patrimoine, rien ne les empêche d'accéder à un LLI. Pas de surloyer si on dépasse les plafonds de loyer du LLI. Non, il y a franchement, il y a deux poids, deux mesures. Pardonnez-moi, il y a Loïc Le Floch-Prigent qui veut réagir. Je crois que puisqu'on parle d'intérêt général, il faut regarder quelle est la situation du logement aujourd'hui et de la fabrication de logements. Donc on est tombé avec une industrie
qui a perdu 20 à 30% de ses marchés, et il n'y a plus de création de logements. Alors ça, c'est l'intérêt général, c'est quand même qu'il y ait du travail pour les gens et que ils puissent justement avoir des salaires qui leur permettent d'avoir le logement. Si jamais on a paupériser l'ensemble du secteur de la construction à 30%, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut changer quelque chose. Alors, est-ce que ce qui ne marche pas, on doit le poursuivre en disant, puisque ça ne marche pas, on continue? Et ce que est en train de montrer les papiers que je lis de manière régulière et qui émanent du gouvernement ou des institutions, c'est de dire qu'il faut changer quelque chose et il faut que les classes moyennes arrivent à se loger. Il faut que on regarde bien ce qui s'est passé avec le logement social, avec le fait que les logements sociaux sont maintenant passés aux enfants, aux petits-enfants et ainsi de suite. Il y a un problème qu'il faut regarder parce que nous sommes en train de plomber complètement notre industrie des travaux publics et du bâtiment avec une diminution du nombre de logements absolument catastrophique. C'est ça le sujet d'intérêt général pour moi. Ouais, mais ça c'est pas la faute des locataires HLM, excusez-moi, c'est pas la faute du logement social. C'est la faute de quelqu'un. Pardonnez-moi messieurs, c'est passionnant, mais on va être obligé d'arrêter cet échange passionnant. Merci Jean-Baptiste Ayrault, merci beaucoup. Je rappelle Jean-Baptiste Ayrault, je rappelle que vous êtes porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. Merci pour votre témoignage. Très intéressant, cher Félix Mathieu. Merci Félix Mathieu. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir, restez avec nous. On va revenir aussi dans un instant avec les vraies voix pour le tour de l'actu. À tout de suite. Sud Radio, Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio. Parlons vrai. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, pour taper vos coups de gueule ou pour nous dire des trucs sympas, tout simplement. Il y en a aussi. Ce soir, Oui, ça bouge. Ça bouge dans le studio. Allez, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons par Philippe Bilger. Le coup d'éclat de François-Xavier Bellamy, c'est comme ça que vous le définissez, ça s'est passé à Sciences Po, va-t-il le faire monter dans les sondages pour les européennes, Philippe ? Oui, je ne peux pas me déprendre d'une sorte d'indulgence pour pas forcément les Républicains, pour François-Xavier Bellamy, qui est une personnalité que j'apprécie, intelligente, dont je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi naturellement courageuse sur le plan physique. Et je trouve très remarquable la promotion qui a été faite. J'ai cru comprendre que chez les Républicains, on a eu la certitude de faire un coup d'éclat. Et je me demandais, mais apparemment le résultat est négatif, si ce coup d'éclat pouvait faire monter, même par l'anecdote que ça représente, la liste des Républicains, un peu comme François Bayrou à une certaine époque, en tapant ce petit qui voulait le voler, avait connu un frémissement positif. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, je crois qu'en réalité, je devrais accepter que le problème de la liste des Républicains est que leur espace politique, pardon pour la banalité, est très restreint et qu'ils ne parviennent pas, malgré la mue que François-Xavier Bellamy qui a fait irruption, véritablement, à Sciences Po. Je crois que peut-être devrais-je me résoudre à l'impasse politique que représente cette liste, malgré la qualité de son principal dirigeant. Loïc Le Floch-Prigent, c'est une impasse. Oui, moi j'ai compris que c'était une impulsion personnelle et non pas un calcul. C'est un calcul. Non. Si, enfin... Non. Si on en croit ce journal contestable mais irremplaçable qu'est Le Monde. Voilà. Eh bien, moi qui ai regardé ce qui s'est passé et qui ai parlé à l'intéressé, je pense que c'est une impulsion
et que ce n'était pas préparé. Voilà. Donc le monde a peut-être tort pour une fois. C'est pas la première fois qu'il aurait tort. Nous avons peut-être la personne pour trancher, Nicolas Corato. Oh là là, entre François-Xavier Bellamy et mes camarades, je ne sais pas. Moi, je trouve que, d'abord, le courage politique de François-Xavier Bellamy, il est plus à décrire. Donc, le courage même de porter ses positions, y compris dans son propre camp, on l'a vu lors des précédentes élections, même si ça n'a pas de résultats positifs concrets en termes de score électoral. Il faut un tout petit peu nuancer peut-être le courage physique. Bon. On est rue Saint-Guillaume, c'est des étudiants de Sciences Po qui campent. Il y a plus dangereux que ça, monsieur le procureur. J'imagine comme délinquants potentiels dans les rues de Paris. Quelques excités. Oui, quelques-uns. Et dans cette séquence, ce que je trouve intéressant aussi, c'est leur réaction à eux. C'est-à-dire que finalement, une fois que monsieur Bellamy a passé la première ligne de colibé et d'insultes et qu'il est allé discuter, finalement, il y a un débat qui a pu s'engager, qui ne réglera rien, qui n'avancera pas, qui ne fera pas avancer les positions des uns et des autres, mais on montre aussi que dans ce pays, on peut aussi débattre, y compris en pleine rue. Après, sur les Républicains, je pense que le problème de monsieur Bellamy, c'est que il a un positionnement qui est très personnel, qui ne reflète pas du tout une ligne politique qui serait celle de son parti. C'est certainement le bon candidat pour porter une liste aux européennes, mais à mon avis, c'est une impasse politique pour les Républicains. Bon, il a tranché la conclusion de Philippe. Il est proche de Glucksmann. À titre personnel, on a l'impression que ce sont quasiment des clones. Ouais. Allez, votre tour de table de l'actu à vous, Nicolas Corato, concerne les Français qui sont accros à l'aérien. Les vols low cost ont repris carrément leur rythme d'avant Covid. Et alors, malgré la diminution des dessertes aériennes à l'intérieur des incantations écologiques, les Français n'ont jamais autant pris l'avion pour des très, très courts séjours. Hein. Oui, vous vous souvenez, le monde d'après après le monde d'avant. Oui. Vous vous souvenez, le Covid, la nouvelle société qui allait émerger, nos habitudes de consommation qui allaient changer du tout au tout, notre idée de mieux penser la planète, les échanges internationaux. Finalement, 4 ans après, les Français utilisent plus les vols low cost pour des courts séjours qu'avant le Covid. Ça coûte moins cher que le train ? Ça coûte certainement moins cher que le train. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que je trouve intéressant dans l'aérien, c'est que c'est un secteur où c'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire que on va pas aller responsabiliser ou culpabiliser les gens qui prennent l'avion sur telle ou telle compagnie low cost pour aller à Venise, à Florence, à Barcelone le temps d'un week-end. C'est pas eux qui ont créé les liaisons aériennes low cost. Ils les utilisent d'une certaine manière, ils ont raison de le faire puisqu'elles sont là. Ce qui m'intéresse, c'est que malgré toutes ces incantations, malgré aussi ces débats qui peuvent être très pédagogiques sur ce que coûte en termes d'émissions un trajet low cost sur un si petit séjour, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller passer 3 jours à Venise ? Moi, je pense que oui, ça l'est. Je pense qu'en termes de plaisir, je pense qu'en termes de plaisir, ça l'est. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que je devrais m'interroger un peu plus ? Oui, certainement. Mais est-ce qu'on me pose cette capacité de m'interroger ? C'est quoi l'alternative ? Quelle est l'alternative en termes de temps passé ? Quelle est l'alternative en termes de déplacement ? Non, mais à Barcelone en vélo. C'est un vrai sujet. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est ce monde d'après qui ressemble terriblement au monde d'avant, malgré tout ce qu'on nous avait prédit. Comme quoi, il faut rester très humble par rapport aux évolutions des sociétés. Et puis peut-être aussi dire que c'est pas toujours les citoyens qui sont responsables ou coupables, c'est aussi ceux qui organisent l'offre économique et que d'une certaine manière, on attend peut-être d'eux un peu plus de pluralisme et un peu plus de capacité. Alors Philippe Bilger, est-ce que vous prenez les low cost, vous, pour aller à Venise ou à Barcelone ? Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé comme ça, mais non, en général, comme je voyage rarement, contrairement aux lieux enchanteurs que visite Nicolas régulièrement, je prends plutôt des lignes régulières pour une autre raison, c'est que j'ai une épouse qui a une peur panique de l'avion. D'accord. Et donc, mon Dieu, si en plus je la mettais dans un avion tout à fait valable, mais qui pourrait laisser penser qu'il est à la merci du moindre souffle de vent, j'aurais des inquiétudes. Le voyage à Venise est inimaginable. En train, c'est possible. Voilà, il y a le train de nuit pour Venise maintenant. Loïc Lefebvre-Prigent. Je suis philosophiquement et complètement en désaccord avec la façon dont on voudrait dire aux gens voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour moi, les gens feront ce qu'ils peuvent faire avec les moyens dont on dispose. Et par conséquent, en tant qu'industriel, je dis, moi ce que je veux, c'est une énergie abondante, bon marché,
et souveraine, et l'essentiel pour moi, c'est d'arriver à une consommation sans gaspillage, et ce n'est pas de dire aux gens ne gaspillez pas. Il faut que nous, industriels, chercheurs et techniciens et industriels, nous arrivions à avoir des bonnes solutions compte tenu de ce que les gens veulent. Et on ne peut pas leur dire, vous là, vous ne devez pas. Par exemple, on leur dit, et on conclut là-dessus. Attention, le plastique c'est dangereux, prenez pas de plastique. Ah, surtout, il faut arrêter le plastique. Stupide. Le plastique on a fait l'émission dessus, c'est super dangereux. Va doubler dans les 5 prochaines années dans le monde. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que c'est important pour la santé, parce que les alternatives n'existent pas. Bon, eh bien, si jamais j'ai envie d'aller à Venise, et si je prends une alternative train, ça ne me coûte plus cher, petit 1. 2, c'est plus long. Et j'ai pas de raison de ne pas prendre l'avion qui... C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Donc je suis philosophiquement contre la manière dont les choses sont présentées aujourd'hui. Loïc Le Floch-Prigent, juste un tout petit teasing sur ce que vous allez nous raconter à votre tour dans un instant. Que vous voyagez en business class, non? Ah non, pardon. Vous nous dites qu'il faut produire plus et donc travailler plus. Hein. Absolument. C'est ça le sujet pour moi. Et on vous attend. Oui, j'espère que c'est bien votre sujet, parce que comme on est au mois de mai et que la plupart du temps les gens foutent rien, la preuve, on est 3 malheureux qui vivons là alors que tous les autres sont sur la plage. Merci. Voilà. Vous n'oubliez pas notre coup de projecteur à 18h40. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir? Vous dites non à 87%. On va en débattre. À tout de suite. Sud Radio de l'actu continue et c'est votre coup de gueule, Loïc Le Floch-Prigent. Vous nous dites qu'il faut produire plus et donc travailler plus, surtout qu'on a beaucoup de ponts au mois de mai. C'est-à-dire que au mois de mai, soudain, pour un industriel que je suis, les gens disent voilà. Alors j'ai un jour de vacances, alors je le prends là, j'ai un RTT là, et puis finalement, si jamais on n'y prend pas garde, on ne produit pas pendant 15 jours. Or, pendant le même temps, on me dit, et à juste titre, écoutez, c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, l'industrie du tourisme, elle va... Oui, parce que ça fait fonctionner. En ce moment, il y a plein de monde qui... Mais les gens ne travaillent pas non plus, parce que le nombre de gens qui ferment partout, parce qu'ils n'ont pas de personnel, est extrêmement élevé. Vous avez un grand nombre de restaurants qui ferment à Paris actuellement, vous en avez aussi dans toutes les régions de France, parce qu'il n'y a pas de personnel. Tout le monde dit, là par exemple, tel jour, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de personnel. Donc je pense que il y a un problème des Français avec le travail. Alors je sais bien qu'il y a les loisirs, mais il faut que nous arrivions à retrouver le sens de l'épanouissement au travail et le fait que nous avons besoin de travailler. Et d'autant plus que là, tout à l'heure, on avait le logement en disant, un salaire, comment avoir un logement avec le salaire qu'on a, etc. Mais il faut observer quand même que nous avons produit de moins en moins les 30 dernières années et que la France est en voie de paupérisation. Autrefois, l'instituteur était un notable. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui gagne le SMIC plus. Donc on a paupérisé la France. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé moins et qu'on ne produit pas suffisamment. Et les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui produisent plus. Alors comment produire plus? Comment revenir à l'esprit que le travail, certes, c'est difficile, certes, ok, mais c'est... En payant bien les gens, déjà, peut-être, non? Pratiquement pas pénible. Oui, on paye bien les gens si jamais on produit plus, si jamais on n'a pas paupérisé la France. Là, lorsque on a augmenté le prix de l'électricité, non pas pour les particuliers ou très peu, mais pour les entreprises, on a payé 3 à 7 fois le prix de l'électricité d'avant. Et qui était paupérisé? Les entreprises. Et c'est pendant ce temps-là qu'on va augmenter les salaires. Comment peut-on? On peut pas. Réaction. Donc c'est ça. Le sujet, c'est arriver à produire plus et comprendre comment on produit plus et on travaille plus. C'est ça le sujet de la France aujourd'hui. Philippe Bilger. Est-ce que Loïc, et c'est pas du tout une question ironique, c'est un peu la campagne de Sarkozy ou ça n'a rien à voir? Non, parce sur 2007. Non, Sarkozy travailler disait plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Oui. Là aujourd'hui, c'est travailler plus et produire plus pour ne pas mourir.
C'est-à-dire que les entreprises françaises aujourd'hui meurent parce que nous ne sommes plus compétitifs, parce que la seule manière d'être compétitif, c'est de payer moins nos salariés et que c'est insupportable. Moi, je suis humilié de voir que je ne peux pas augmenter mes salariés plus. Mais je ne peux pas le faire. Autrement, je disparais. C'est ça le sujet que nous avons. C'est ça le sujet que nous avons. Et ce n'est pas le sujet des grandes entreprises dont on parle tout le temps et qui disent voilà, il faut faire ci ou faire ça. Non, les grandes entreprises, elles, lorsqu'elles ont un problème en France, elles ont des productions à l'étranger. Et après, elles compensent et finalement, elles font du bénéfice. Les grandes entreprises, je parle des 100 000, 200 000 ou 300 000 entreprises françaises qui sont dans tout le territoire et qui sont en train d'avoir des difficultés. Tu te rends compte qu'il y a, la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « j'en peux plus ». Je dis parce que vous êtes vieux. Il me dit oui, je suis vieux, j'en peux plus, je suis fatigué, un chef d'entreprise. Je suis prêt à vendre tout, à disparaître, j'en peux plus et je ne peux pas conseiller à mes enfants de reprendre la voie. Quel âge il a ? 53 ans. Moi j'en ai 80. J'ai dit, je suis tombé de l'armoire. Nicolas Corato. Oui, le travail est un sujet éminemment politique et qui fait débat. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel, le président de la République actuelle, a mis le travail au cœur de son langage politique. C'est un mot qui revient. Langage surtout. Oui, langage surtout, mais c'est un mot qui revient de manière importante. Il y a un point quand même que vous avez peut-être omis de préciser, c'est que et on terminera là-dessus. Il s'est passé une chose très nouvelle dans le monde du travail français. C'est que pour l'instant, on va voir si ça dure, le marché de l'emploi est devenu favorable non plus aux patrons, mais aux salariés dans beaucoup de secteurs. Ce sont eux qui décident où est-ce qu'ils vont travailler, à quelles conditions et pour quel salaire. Et donc, il faut que le patronat s'en rende compte, une inversion du rapport de force dans certains secteurs de l'économie, qui interroge la manière dont le patronat se considère et se détermine. Pour reprendre la fameuse phrase de Joe Biden à qui on demandait « mais alors, comment vous pouvez faire pour reprendre ?» Joe Biden avait répondu, c'était il y a un an, « pay them more ». Voilà. Allez, merci Nicolas Corato. Excusez-moi monsieur, Allez, pardon. on avance. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est dans un instant. Je vous rappelle le sujet. Israël et le Hamas sont sortis de la table des négociations de cessez-le-feu au Caire. Les échanges ont été entravés par les propositions controversées du Hamas, dont un échange de prisonniers impliquant les otages israéliens les plus fragiles et les corps des décédés. Sans compter Benjamin Netanyahou qui maintient sa volonté d'une incursion à Rafah contre laquelle les USA affirment leur opposition. Alors, la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir ? Nous aurons comme invité dans un instant Caroline Yadan, députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Bonsoir Caroline Yadan. Caroline. En un mot, avant de vous retrouver dans un instant, est-ce qu'il y a des signes encourageants pour trouver une issue ? J'aimerais faire preuve d'optimisme, mais malheureusement, je suis inquiète, toujours très inquiète par la situation. On y revient dans un instant. Tout comme nos auditeurs, vous votez sur X et vous dites non à 87%. On revient tout de suite pour ce débat, tout de suite. Ça s'est passé sur Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire après 2 jours de négociations. Benjamin Netanyahou maintient sa volonté d'une incursion à Rafah contre laquelle les USA, les États-Unis, réaffirment leur opposition. Et selon I24, la proposition de cessez-le-feu du Hamas en 3 phases de 42 jours incluait la première qui devait échanger les otages israéliens les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens dans un ratio de 1 Israélien pour 33, sans possibilité de veto sur la liste de la part d'Israël. Et dans les 33 que l'organisation terroriste rendait, les corps des décédés. Alors, on sait aussi que la négociation est compliquée, donc on se le demande. Est-ce qu'elle est encore possible, cette négociation ? C'est la question que nous vous posons au 0826 300 300 et puis sur le compte X de Sud Radio. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas ? Parlons vrai, Joe Biden, les Occidentaux, l'Égypte, la communauté internationale, CSC, les derniers pourparlers ont donc échoué. Caroline Yadan, députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël est avec nous. Nous allons vous retrouver dans un instant. Vous connaissez le principe. Un
petit commentaire de chacun de nos trois vraies voix. Chacune de nos trois vraies voix. Je me souviens d'un débat il y a quelques jours où, à propos de la prise de contrôle du Rafah du côté palestinien par Israël, j'avais dit que c'était un petit peu dommage au moment où apparemment le Hamas avait accepté un cessez-le-feu. Et heureusement, Elisabeth Lévy m'a précisé les modalités du cessez-le-feu qui était proposé par Hamas, et évidemment j'ai compris à ce moment-là qu'il était forcément inacceptable compte tenu du processus. Et donc je suis très inquiet, enfin comme beaucoup de gens, sur la possible négociation entre Hamas, un mouvement terroriste dont les représentants politiques ne sont pas sur place, qui ne veulent à l'évidence pas négocier, et de l'autre côté un Netanyahou qui est dans un jusqu'au-boutisme qui ne laisse guère espérer pour l'instant. Loïc Le Floch-Prigent, s'il vous plaît. Je crois que le problème est relativement simple. Il y a d'un côté des otages qui ont été pris par une organisation terroriste, et de l'autre, un État qui existe et à qui l'ensemble de la communauté internationale doit dire, effectivement, la priorité, c'est la libération des otages. Donc moi, je considère que aller leur dire, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, est stupide, parce que le sujet, pour eux, c'est de savoir si l'organisation terroriste leur libère les otages ou pas, et derrière, si cette organisation terroriste continue à dire qu'il faut qu'ils disparaissent, que l'État disparaisse. Ils peuvent pas. La négociation est rendue impossible par la façon dont le Hamas prend les choses. C'est pas du tout pas de la façon dont Israël fait les choses. Après, on peut discuter que fait Netanyahou, etc. Simplement, il y a des otages qui ont été pris. Alors j'ai été, moi, kidnappé à un moment, j'ai été otage de cette façon, et par contre, je suis du côté des otages. Nicolas Corato. Non, moi, ce qui me marque dans l'évolution, c'est aussi l'internationalisation qui est en cours, notamment de ces négociations. Et on voit bien que on cherche d'autres interlocuteurs et que les grandes puissances sont en train de se mêler, y compris de sujets souverains pour Israël. On voit quand même la pression que met Joe Biden, y compris sur ces négociations de cessez-le-feu. Et donc la question qu'on peut se demander pour demain, c'est que restera-t-il à la fois de la légitimité de M. Netanyahou et aussi de la capacité du Hamas à représenter le peuple palestinien qu'il n'a jamais représenté. Il faut le dire, le Hamas n'est pas représentatif du peuple palestinien. Donc il y a aussi un sujet politique et diplomatique qui est en train de se nouer. Les grandes puissances internationales considérant qu'il faut arriver à un terme dans ce conflit. Alors Caroline Yadan vous a écouté précisément. Caroline Yadan, vous nous avez fait part de votre inquiétude et nous l'avons tous finalement. Et qui a la clé finalement pour trouver une issue ? Écoutez, moi ce que je remarque, c'est que je n'ai jamais été kidnappée, et Dieu merci, mais je suis quand même du côté des otages. Et je crois quand même qu'il faut arriver à comprendre la raison pour laquelle, moi j'ai l'impression que la pression s'exerce davantage du côté d'Israël que du côté du Hamas. Je ne vois pas cette pression constante concernant le Hamas. Je n'entends pas assez de condamnation de ces tunnels qui pourraient protéger la population civile. 700 kilomètres de tunnels. Je n'entends pas de condamnation de ces boucliers humains. Je n'entends pas de condamnation de ces roquettes qui continuent de tomber sur Israël, tirées de Gaza par le Hamas. Je n'entends pas assez de pression qui s'exerce par rapport au Hamas sur cette volonté de destruction systématique qui émane de sa charte, des Juifs et de l'État juif. Et je n'entends pas, enfin, j'ai commencé par ça, assez de pression par rapport à la libération des otages. Quand j'entends que l'accord éventuel qui apparemment a été rejeté prévoyait de libérer un Israélien mort ou vif, un otage, entendons les mots,
C'est hallucinant. On est en train de parler d'un accord éventuel qui libérait un otage mort ou vif contre 33 terroristes palestiniens, c'est-à-dire qui sont passés par les tribunaux israéliens et qui ont été condamnés pour actes de terrorisme. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donnait un blanc-seing au Hamas pour éventuellement tuer les otages qui sont encore malheureusement à Gaza, encore les femmes, encore les enfants, encore les hommes, et notamment les 2 enfants. Voilà, c'est assez hallucinant. Et ça participe de cette banalisation du mouvement du Hamas et cette banalisation de l'islamisme, cette banalisation du terrorisme, cette banalisation qui consiste à mettre sur un même plan un État démocratique et l'État et un mouvement terroriste, avec cette rhétorique, ce narratif qui est toujours le même, qui est un narratif de calomnie, qui est un narratif mensonger et qui est un narratif qui, en définitive, n'a pour seul objectif que de prôner la destruction d'un État qui devient l'État paria, c'est-à-dire l'État juif, et de l'effacer de la carte. Caroline Yadan, il y a quelque chose qui me marque aussi, c'est cette utilisation du mot génocide qui commence à être galvaudé, puisque finalement un génocide, c'est l'intention de supprimer un peuple de la terre, c'est une intention claire. Donc évidemment, c'est important de dire que c'est compliqué quand même de parler de génocide dans le cas d'un État qui répond à un attentat terroriste. Alors, génocide, c'est vraiment devenu le mot favori de tous ces ignares, de ces idiots utiles, mais aussi de ces idéologues qui reprennent la rhétorique islamique, comme tous les LFistes, par exemple. Et oui, il faut redéfinir les mots. Il faut reprendre la définition des mots. Et comme vous l'avez dit, Judith, un génocide, c'est la volonté systématique, planifiée, froide, calculée de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, c'est-à-dire d'exterminer un peuple du fait de son identité. C'est exactement. Et là, la question qui est posée dans ce cas-là, voilà. Et là, la question, oui, effectivement. Et la question qui est posée dans ce cas-là, ça concerne aussi les habitants de Gaza. Alors, question et réaction, Philippe Bilger. Madame la députée, je suis très largement en accord avec les 2 points que vous avez évoqués. Et bien sûr, sur le génocide, vous en avez donné la définition totalement exact. Mais une fois qu'on admet votre point de vue et votre dénonciation légitime, qu'est-ce que vous attendez tout de même de la politique mise en œuvre par ce Premier ministre israélien? J'entends bien tout ce que vous dites, mais que doit-il faire ? Alors, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Ce que je sais, c'est que si j'avais été en Israël, j'aurais manifesté tous les samedis contre ce gouvernement qui comporte des ministres, même si ce n'est pas dans le cabinet de guerre, des ministres qui sont des ministres d'extrême droite et que je réprouve totalement. Alors, une petite info là-dessus, il y a des manifestants qui ont une nouvelle fois, excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, bloqué lundi les principales routes de Jérusalem et de Tel Aviv, justement, contre Netanyahou, après les contre-propositions du Hamas. Allez-y, Caroline. Voilà. Mais ce que je souhaite dire, parce qu'on était sur le terme de génocide, on ne peut pas mettre sur le même plan une opération militaire qui a pour objectif de mettre hors d'état de nuire un mouvement terroriste qui se cache, tout à l'heure je l'ai dit, dans les écoles, dans les hôpitaux, et dont l'objectif ultime est la destruction des Juifs et de leur État. Et donc, cette opération militaire, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'histoire aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la défense des nazis au procès de Nuremberg participaient de la même rhétorique, participaient du fait de mettre les morts sur un même plan sans penser aux intentionnalités. Et que disaient les nazis à l'époque? Oui, il y a eu la Shoah, oui, il y a eu 6 millions de Juifs de tués, mais en définitive, il y a eu aussi
énormément. Il y a eu des millions de tués dans le cadre des bombardements. Ouais. Et ça, ce sont des propos qui sont d'ailleurs repris aujourd'hui par des extrémistes, effectivement. Juste pour conclure, alors, point de détail de Jean-Marie Le Pen. On doit conclure. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment les gouvernements, y compris le gouvernement français, ne met pas l'accent prioritairement sur les otages et la libération des otages et sur le fait que le Hamas est un mouvement terroriste. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de peur du Hamas. Or, le Hamas est un groupement terroriste qui veut supprimer les Juifs et supprimer Israël. Et l'Occident aussi, en y passant. Hein. Message Nicolas passé. Merci, Corato, les vrais voix. très rapidement. Ouais. Oui, très rapidement. C'est toujours compliqué d'essayer de rester rationnel et de décrire, par exemple, en termes rationnels, l'accord qui aurait pu avoir lieu quand il s'agit de discussions entre un État démocratique reconnu internationalement, qui a des règles démocratiques de fonctionnement, et une organisation terroriste. Il faut aussi faire attention. La raison, parfois, s'arrête aux portes de la terreur. Tous. Merci à vous tous. Caroline Yadan, je rappelle que vous êtes députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Merci beaucoup de votre participation. Et je voudrais juste ajouter vraiment un grand bravo à un très très grand monsieur de la radio qui s'appelle Benoît Goutorp, qui est notre réalisateur. Nous, on peut faire ce métier. Il part vers de nouveaux horizons. Il part vers de nouveaux horizons. On peut faire ce métier grâce au professionnalisme de ces gens. Et en plus, c'est un homme absolument délicieux. On t'embrasse. Bravo Benoît, merci. Dans un instant, les infos.